À la une, le port de Dakar, encore au cœur d'une affaire de drogue. 43 kg de cocaïne y ont été saisis par la douane sénégalaise. La marchandise en provenance de la Belgique avait pour destination finale la Gambie. 3 jours après l'assassinat d'Abdou Elinkine Diatta, sa famille se prononce. Le frère aîné, qui parle au nom des proches du défunt secrétaire général autoproclamé du MFDC, exige une enquête. Abba Diatta réclame également les résultats de l'autopsie pour connaître les circonstances du drame. Une rencontre sans issue, le G7, groupe des syndicats d'enseignants les plus représentatifs, et la ministre de la fonction publique se sont retrouvés hier sans avancée. Les syndicalistes dénoncent ce qu'ils considèrent comme de la mauvaise foi du ministère. Une nouvelle saisie de drogue au port de Dakar. 43 kg de cocaïne dissimulée dans un véhicule ont été découverts par l'unité mixte de contrôle des conteneurs de la douane. La marchandise d'une valeur de 3 milliards de francs CFA en transit au Sénégal provenait d'Angers et devait atterrir en Gambie. Les détails du communiqué de la douane avec Papa Baldegui. 43 plaquettes de cocaïne d'1 kilogramme chacune d'une valeur de 3 milliards de francs CFA saisies. C'est le coup de filet encore réussi par la douane sénégalaise. La drogue dissimulée dans un véhicule marque Kia Sorento en provenance d'Anvers, manifestée en transit à destination de la Gambie, a été découverte au parc Dakar Terminal, communément appelé Parc Maguey. Une saisie qui intervient seulement 48 heures après celle des produits prohibés et des médicaments et du chanvre indien d'une valeur de 60 millions de francs CFA par les unités de la direction régionale des douanes centre. Ce également quelques mois après la saisie record d'une tonne de cocaïne en juin dernier au port autonome de Dakar avec le même modus operandi. Selon le communiqué de la douane, le parc Maguey va être passé au peigne fin dans les prochaines heures et une enquête ouverte pour arrêter les potentiels convoyeurs. Merci Papa Baldegui. Une enquête sérieuse et une autopsie. La famille d'Abdou Elinkine Diatta veut connaître la vérité sur son assassinat dimanche dernier à Mlomp. C'est Abba Diatta, frère aîné de l'ex-chef rebelle du MFDC, qui s'exprime au nom de toute la famille. Nous l'écoutons avec notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba. Nous avons le droit d'exprimer notre douleur par rapport à la disparition tragique d'Abdou Elinkine Diatta. Maintenant, la procédure qu'il faudra pour connaître les commanditaires ou ceux qui ont fait cet acte, je pense que ce n'est pas à nous de le dire. C'est aux autorités compétentes qui sont là pour ça qui doivent le faire. Est-ce que l'enquête a démarré d'abord par rapport à vos informations et qu'est-ce que vous attendez de cette enquête? Je pense que nous n'avons aucune information par rapport à une enquête qui serait en cours. Pourquoi je voudrais quand même le préciser. En tant que membre de la famille, nous n'avons aucune information par rapport à une enquête qui serait en cours. Mais vous savez, c'est des individus, des personnes, des Sénégalais, des citoyens sénégalais qui ont été... Et pour faire son deuil, il faut récupérer au moins la dépouille mortelle de votre parent pour pouvoir au moins continuer à faire le deuil. Mais il s'avère que jusqu'à présent, depuis le dimanche, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune information par rapport aux procédures judiciaires qu'on voudrait au moins qu'elles soient. Est-ce qu'à ce jour, vous avez les informations sur lesquelles l'autopsie n'a pas encore été faite? Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, aucune autopsie n'a été faite. Parce que depuis lundi, on est en train de nous faire valser de brigade en brigade et que jusque-là maintenant, les autopsies n'ont pas été faites. Dans le cadre de l'enquête, nous qui sommes à Ziguinchor, qui n'avons pas assisté à la cérémonie à laquelle Abdou Elinkine a été assassiné, nous n'avons pas été entendus. Mais peut-être que ceux qui sont au village, qui ont assisté, ont été entendus. RFM, partout, tout le temps. Et retenez que la famille d'Abdou Elinkine Diatta tient une conférence de presse ce matin et ce sera à Ziguinchor. Il est 7h04. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Les syndicats d'enseignants les plus représentatifs, le G7 et le ministère de la fonction publique, n'ont pas pu arrondir les angles hier. Les enseignants ont quitté la table des négociations, non sans dénoncer l'attitude de la ministre qu'ils jugent ambiguë concernant surtout le protocole d'accord. La réunion de monitoring s'est tenue en présence d'Abdoulaye Diop. Ce qui était parti pour durer des heures n'a duré que le temps d'une rose. La réunion de monitoring entre le G7 et le ministère de la fonction publique s'est terminée à queue de poisson, une situation que déplore Saourou Sène, membre du G7 et secrétaire général du SAEMS.
Conformément à l'agenda, nous devions avoir une rencontre de monitoring avec la fonction publique. Et malheureusement, le constat est fait que la fonction publique n'est pas prête à dire exactement devant la représentation syndicale qu'est-ce qui a été fait en termes de respect de ce protocole d'accord. L'autre point non moins important sur lequel le G7 veut des éclairages est la question relative aux lenteurs administratives. Saourou Sène. Toutes les difficultés des enseignants résident dans les lenteurs administratives. Et ce qui est très grave, c'est que des gens n'hésitent pas à vous dire que mon acte est en signature depuis 4 ou 5 mois. Mais à partir de ce moment, il était important qu'on nous dise exactement aujourd'hui quelle est l'origine de ces lenteurs, ces difficultés à signer des actes. Et par conséquent, donc, c'est important. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avions pas accepté quand même qu'on fasse encore dans le faire semblant. Le G7 et le ministère de la fonction publique vont se retrouver à nouveau ce jeudi 31 octobre. Agriculture à présent à Kompentum dans la région de Tambacounda. Les riziculteurs ont emblavé 400 hectares cette année, mais quelques inquiétudes demeurent, notamment la divagation des animaux et l'ensablement de la vallée de Massembe. Le département de l'agriculture et la Sodagri, c'est la Société de développement agricole et industriel du Sénégal, déclare tout de même s'investir pour une autosuffisance en riz à Kompentum. Le reportage de Moussa Oumargui. La divagation des animaux domestiques dans les périmètres rizicoles de Kompentum, l'ensablement de la vallée de Massembe lié aux conséquences du passage des eaux de ruissellement, entre autres préoccupations, entre le sommeil des producteurs. Djouma Badara Sadio, le chef du service départemental du développement rural de Kompentum. Nous avons quelques problèmes au niveau des vallées. Le problème principal des vallées, c'est l'ensablement. Donc avec l'érosion hydrique, vous voyez quand il n'y a pas de cordon pierreux, qui essaie de bloquer le passage du sable. Des mesures sont déjà prises selon le préfet Amady Mbengue de Kompentum pour apporter des solutions face à ces préoccupations. L'objectif principal étant l'atteinte des objectifs pour l'autosuffisance alimentaire en riz dans le département de Kompentum. Surtout la divagation des porcs. Ils ont parlé des chevaux, des ânes. Mais les porcs quand même font parfois des choses indescriptibles dans les champs, surtout en période de récolte. Et le maire de Kompentum pour le nommer, a pris un arrêté pour véritablement éradiquer ce fléau-là. Toujours est-il que la relance de la riziculture est devenue une réalité dans le département de Kompentum. Souleymane Diallo, le chef d'antenne de la Sodagri Tambacounda Kédougou. Et nous espérons que le rendement moyen pour le moment, les carrés de rendement continuent. Le rendement moyen pour le moment doit avoisiner 2,5 à 3 tonnes. Dans le département de Kompentum, 400 hectares de riz ont été emblavés cette année. Moussa Omargui, Tambacounda, Radio Futur Média. Et puis la colère des producteurs de pommes de terre de la zone d'Enyai. L'État a décidé de réduire les quantités de semences subventionnées, une mesure qui a du mal à passer. Certains menacent même de quitter le secteur de l'horticulture. Le reportage de Cherante Diop que vous allez sûrement écouter dans le journal de 8h avec El Hadj Hassen Gueye. Depuis la construction du pont de Farafenni et la réfection de la route d'Inguiraï-Nioro-Keur Aïb, le département de Nioro est devenu une zone de transit très dense. La population estimée aujourd'hui à près de 370 000 habitants augmente de façon exponentielle. Et à cela s'ajoute la cité religieuse de Porokhan. Pour toutes ces raisons, Nioro demande le respect d'une promesse d'installer un commissariat de police afin de renforcer la sécurité des personnes et des biens. Ibrahima Diamé. C'est une forte préoccupation du maire de la commune de Nioro compte tenu de la position frontalière du département et de l'évolution démographique. Cette localité doit indispensablement disposer d'un commissariat de police. Le maire Momatba a profité de la cérémonie d'installation du nouveau préfet de Nioro pour rappeler à l'État sa promesse non tenue. Monsieur le gouvernement tarde à réaliser le commissariat de police de Nioro alors que le conseil municipal avait octroyé un terrain depuis 2014. Le marché approuvé et l'entrepreneur désigné depuis 2017. En décembre 2017, lors du vote du budget, l'ancien ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo avait annoncé sa construction en 2018. Hormis sa position géographique, le département de Nioro est une localité où se tiennent beaucoup d'événements religieux, notamment le Grand Magal de Porokhan. Et avec la construction du pont de Farafenni, la localité souffre davantage à toutes sortes de menaces. Depuis en janvier 2019 du pont sur le fleuve Gambie et la mise en place des infrastructures
routière, commerciale, socio-économique, la ville de Nioro est entrée dans une phase de vivacité économique sans précédent. Il faut donc sécuriser les personnes et leurs biens. Aujourd'hui, le département de Nioro abrite une population d'environ 370 000 âmes. Après 3 ans d'exercice dans ce département, le préfet Pape Malik Ndao passe le flambeau à Abdoul Aziz Diagne, nommé comme nouveau préfet du département. Ibrahim Diamé Nioro, Radio Futur Média. Merci à vous Ibrahim Diamé. C'est la fin de ce journal Babacar à 7h passées de 10 minutes. Merci Sorna Natambaye. On enchaîne avec les titres sport. Cher Tidiane Diagne. Mondial U17 de football, jour de qualification historique pour les Lionceaux qui vont croiser ce soir à 18h les Pays-Bas. Tour cadrage Coupe des Confédérations. Génération Foot croise cet après-midi au stade La Dior de Thiès et SCA du Bénin. Génération Foot qui veut définitivement intégrer la phase de groupe dans cette compétition. Basketball, les meilleurs de la saison connus. Il s'agit du roi et de la reine. Le roi s'appelle Pape Moustapha Diop. La reine, c'est Kounandao. Rendez-vous à 8h15 pour le prochain journal des sports, cher Tigane. Merci. Bonjour Maïsi Dimbaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du mercredi RFM Matin à 7h40. Notre invité, Ndongo Ndiaye, ministre conseiller à la présidence de la République. Il est 7h11. Bon début de journée à tous. Et tout de suite la culture. Elhadj Ndate Diop, d'abord des nouvelles de la réalisatrice Angèle Diabang. Bienvenue, cinéma avec cette nouvelle distinction pour Angèle Diabang. Son film, Un air de Kora, a remporté le prix meilleur court-métrage africain 2019 au Amman, African Movies Academy Awards au Nigeria. Un air de Kora avait valu au Sénégal un poulain de bronze lors de la dernière édition du FESPACO. Direction Saint-Louis où la 10e édition du festival Métisson va s'ouvrir demain et ce jusqu'au 2 novembre. Le Baobab Orchestra, Cheikh Ndigal Lo, le groupe Rafa côté sénégalais ainsi que des groupes en provenance de l'Espagne vont animer ce festival de musique. Cette 10e édition va aussi rendre hommage à des artistes disparus comme Habib Faye, Khaban Thiam entre autres. Jean-Michel Smith, président du festival, au micro de Mohamed Nabissila. De grands artistes espagnols qui se sont réunis pour l'occasion, pour Métisson, voilà, et des concerts aussi dans les bars de la ville avec Souleymane Faye, Aubry Daman et le groupe Rafa qui fera son retour. Donc cette année une participation spéciale, une couleur espagnole avec la participation de l'ambassade d'Espagne qui vient complémenter nos partenaires, disant d'une belle histoire. Je voudrais profiter pour remercier nos chers disparus parce que pendant 10 ans, on a su aussi des personnes qui ont compté pour Métisson et certaines sont disparues. Donc je voudrais nommer ici Christophe Magny, qui était cofondateur du festival, Maurice Ndiaye, qui était le chargé de communication du festival, Habib Faye, qui a participé au festival Métisson avec son ami Ablaye Sissoko, et aussi Khaban Thiam, qui avait aussi lui aussi participé à Métisson il y a très peu de temps, il y a 2 ans, puisqu'il avait chanté avec la chanteuse de Neige Noire qui était venue de France. À noter la conférence de presse de ce matin de l'Association des écrivains du Sénégal et du PEN Sénégal, poètes, essayistes et nouvellistes. Le rendez-vous avec la presse est prévu à 10h à Keur Birago au point E. C'est un prélude à la 27e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Les activités commémoratives se dérouleront du 7 au 12 novembre prochain. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Ndate Diop pour RFM Matin, merci. RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. 7h13, la chronique de Mbaye Sidi. Mbaye, le sujet que vous évoquez cette semaine, Mbaye Sidi, cette menace pour les médias classiques de se faire coiffer au poteau par les réseaux sociaux, la menace persiste. Les dernières fortes actualités l'ont encore démontré. Le monde bouge assurément. Cela veut dire que les données qui forgent la connaissance, le savoir, le spirituel, évoluent en s'approfondissant. Que les combats pour le jaillissement de la vérité sur les acteurs eux-mêmes changent, ont changé ou peuvent avoir changé. C'est ainsi que nous devons comprendre et évaluer sans cesse l'évolution de notre environnement et ces orientations qui peuvent ne pas épouser notre choix ou nos choix, notre philosophie, mais surtout notre niveau d'appréhension
de notre propre vécu. Sous nos yeux, notre vie se transforme sans que nous soyons convaincus d'y être pour beaucoup et pourtant. Soit que nous soyons simples spectateurs, hélas, indifférents, ou que nous soyons pour peu acteurs avec d'autres, et parmi tant d'autres, rien ne devrait nous laisser indifférents. Les contradictions qui nous assaillent et nous interpellent tous les jours au plan individuel et collectif nous empêchent-elles de deviser paisiblement le soir sur les mauvais sorts que nous destinons à d'autres? Avons-nous des bonnes réponses quand l'actualité, de manière abrupte, nous tombe dessus et commande hic et nunc la solution de meilleure, la meilleure pour tous, dans toute notre diversité de races, de couleurs, de religions, d'engagement philosophique? On a souvent l'impression, ce n'est peut-être qu'une impression, que tout peut se passer sous nos yeux, grands ouverts, nous impliquer même, directement ou indirectement, sans que la problématique nous interpelle pour le moins. Notre intérêt s'arrêtera à alimenter la rumeur qui l'accompagnera, à porter sous serment des témoignages non crédibles, mais chargés du courage de ceux qui risquent rien à mentir sur les autres. Mais qui donc veillera sur le devoir de vérité à cultiver chez nos enfants? Grosse question. Mbaye Sidi, Mbaye, merci. Et à la semaine. La revue de presse de Georges Détidiop avec cette question. Dakar va-t-il devenir éternellement plaque tournante du trafic de drogue? En tous les cas, une nouvelle saisie de drogue a été opérée par la douane au port de Dakar. L'observateur fait état d'une nouvelle saisie de drogue, donc d'une valeur de 3 milliards de francs CFA. Le sujet est aussi mis en exergue par Le Soleil et l'As. C'est hier que la douane a intercepté la drogue. 43 kilogrammes, selon les journaux qui citent un communiqué de la douane sénégalaise. 43 plaquettes étaient dissimulées dans une voiture à bord d'un navire en provenance de la Belgique et à destination de la Gambie. L'opération a été réalisée par l'unité mixte de contrôle des conteneurs. La douane très engagée donc dans la lutte contre le trafic de drogue. Et à propos des questions sécuritaires et de la menace djihadiste, l'observateur informe qu'une équipe de la cellule antiterroriste américaine est envoyée à Dakar. C'est pour une visite de travail, une rencontre pour un échange de bons procédés. Seulement, l'observateur souligne que dans le contexte actuel, la visite de ce matin à Dakar du coordinateur de la lutte antiterroriste au sein du département d'État américain a une portée sécuritaire très significative. Le contexte politique au Sénégal est marqué par une série de limogeages. Souri Kaba et Moustapha Diakhaté. Des sanctions qui indique le quotidien, sont nées du débat sur le troisième mandat. Et pourtant, un député de la mouvance présidentielle, Seydina Fall Bougazeli, s'est invité au débat hier en déclarant que le chef de l'État il va faire un troisième mandat et rien ne lui est arrivé, du moins pour l'heure. Mais pour son cas, le quotidien précise qu'il s'agit d'un député, une fonction élective. Et c'est plus compliqué, à moins de recourir à des sanctions dans le parti. Un responsable de l'APR, un député, commente lui aussi dans Source A les limogeages de Moustapha Diakhaté et Souri Kaba. Et le débat autour du troisième mandat d'Ibril War confie que jusqu'à preuve du contraire, il ne croit pas que le président puisse exiger le silence absolu sur le débat autour du troisième mandat, car non seulement il a toujours défendu, depuis toujours, que 2 mandats suffisent amplement pour un citoyen qui a été choisi sur plus de 15 millions. Et sur Moustapha Diakhaté, Djibril War soutient qu'il n'a eu que ce qu'il mérite pour avoir ignoré ou méprisé les règles de réserve, de solidarité et de responsabilité collective gouvernementale qui s'imposent aux membres
et collaborateur du chef d'État. Alors qu'on n'a pas fini d'évoquer la problématique du 3e mandat, une bataille par procuration est notée au conseil municipal de Podor. Le premier et le deuxième adjoint se cognent sur fond de rivalité à Aïssata Talsal Racinsi. C'est ce que apprend le journal Les Échos. Les explications des protagonistes, Issa Ali confie dans le journal Les Échos qu'il y a eu échange de coups et des habits déchirés. On l'a évacué pour éviter qu'il y ait des blessés. Mansour Fall lui déclare qu'il est venu en retard juste pour râler et perturber. C'est moi qui me suis énervé et je l'ai poussé en lui disant « Sors de la salle ». Nous avons bien cité Mansour Fall dont les propos sont rapportés ce matin par le journal Les Échos. Pendant ce temps, Libération s'intéresse à la signature de conventions au nom de l'État et titre à sa une « Macky Sall ligote les ministres ». Selon mon confrère, désormais, la signature de toute convention dépassant 2 milliards de francs CFA est assujettie à l'autorisation directe du chef de l'État. Les revenus générés par le pétrole et le gaz. Le sujet fait la une du quotidien Enquête. Mythe et réalité. L'équation du partage se pose selon mon confrère, mais Mokhtar Cissé confie que la gestion des hydrocarbures est très complexe. Ce n'est pas du Warsa Khalat. En tous les cas, selon le journal Enquête, les autorités risquent d'avoir le réveil brutal si elles ne prennent pas les devants. Cette enquête sur un drame social, l'insoutenable calvaire des 127 employés de la Sigelec. Le sujet barre la une du quotidien L'Observateur. Créé en 1971 par feu Idrissa Seydi, père de maître Tamaro Seydi, la société industrielle des générateurs électriques Sigelec, un des fleurons de l'industrie sénégalaise, a mis la clé sous le paillasson depuis septembre 2017, indique le journal L'Observateur, est spécialisé dans la fabrication de piles salines de type R20 et R6. La fermeture de la Sigelec a envoyé 127 employés au chômage technique, une situation liée à un problème d'héritage. Reportage sur la question à lire à la page 7 de L'Observateur. Pendant ce temps, Walf Quotidien s'intéresse à l'infertilité. Un dossier sur la question, le supplice des femmes sans enfants. Et l'on termine par le journal Record qui s'intéresse toujours, hier comme aujourd'hui, au match Sénégal-Congo, la liste des Lions qui sera publiée ce jeudi. Mais déjà, le journal Record informe que l'attaquant sénégalais Mbaye Diagne ne fera pas de la partie. Il est encore zappé.